سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Première réunion du Conseil de défense pour Michel Aoun ce matin à Babda. Le chef de l'État a donné ses directives aux différents services de sécurité du pays. L'accent a été mis sur l'importance de la coopération entre eux. Après Elias Wardini et Haïkal Moussalem, le Liban a fait ses adieux à Rita Chami, une des 3 jeunes victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul. Les obsèques de la jeune femme de 26 ans ont eu lieu en l'église de l'archevêché grec catholique. En Syrie, les affrontements entre forces pro-gouvernementales et rebelles se poursuivent près de Damas. Les habitants de Wadi Barada fuient les combats. Un secouriste a été tué dans des frappes du régime. Le chef de l'État a donc présidé aujourd'hui sa première réunion du Conseil supérieur de la défense. Michel Aoun a donné ses directives aux différents services de sécurité du pays. Était présent le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Kawaji, le directeur général des forces de sécurité intérieure et le général Ibrahim Basbous, directeur général de la sécurité de l'État, le Premier ministre Saad Hariri ainsi que les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Finances ont également assisté à la réunion. Le chef de l'État a rappelé l'importance du rôle des services de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans le but de faire face, je cite, à l'ennemi israélien et au terrorisme. Michel Aoun a également mis l'accent sur la coopération entre les divers services et l'importance du lien entre la sécurité et la justice. Peu avant, Michel Aoun a reçu les familles des militaires otages, un dossier que le chef de l'État entend porter lors de ses déplacements à l'étranger, à commencer par Riyad et Doha où il est attendu la semaine prochaine. De son côté, le général Ibrahim a rappelé que les autorités libanaises traitent aujourd'hui avec un nouveau négociateur, le 13e depuis l'enlèvement des soldats par le groupe État islamique en 2014. Toujours sur le plan sécuritaire, sachez que 10 Libanais et 3 Syriens ont été inculpés par le tribunal militaire. Ils sont suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes. Mohamed Tarash a été inculpé pour appartenance au groupe État islamique et transport d'armes, de munitions et d'équipements militaires de la ville d'Ersal vers ses environs. 9 autres Libanais sont accusés d'avoir rejoint les rangs des brigades Abdullah Azam liées à Al-Qaïda avec l'intention de conduire des attaques. Enfin, les Syriens Bassam El-Nazan et Youssef Zeyn El-Abedin ont été accusés d'appartenance à Daesh, à Ersal, dans le but également de conduire des attaques terroristes. Et puis à Ain el-Helwe, plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête après l'assassinat de Mahmoud Saleh et sa mère Mhayed. Ce dernier, membre du groupuscule terroriste Fatah el-Islam, a été tué le 21 décembre dans le camp. 2 autres ressortissants palestiniens avaient également été abattus. La dépouille d'Amin Bakri a été rapatriée ce jeudi à Beyrouth. Ce Libanais résidant en Angola a été abattu par balle chez lui à Luanda dimanche. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ce crime. Hier, le président Michel Aoun avait évoqué la piste israélienne. Je vous le disais en titre, après Elias Wardini et Haïkal Moussalem, le Liban a fait tout à l'heure ses adieux à Rita Chami, une des 3 jeunes victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul. Ces obsèques ont débuté à 13h dans la plus grande émotion. Les funérailles ont eu lieu en l'église de l'archevêché grec catholique rue de Damas. La jeune femme de 26 ans a été enterrée dans son village natal de Joun, dans la région de Iklim El Kharoub. Cet étudiant en relations publiques avait perdu sa mère quelques mois plus tôt. En Turquie, l'enquête se poursuit 5 jours après l'attaque contre la discothèque l'Arena à Istanbul. Attaque qui, je vous le rappelle, a fait 39 morts au total. L'auteur est toujours recherché. Dans un entretien à la chaîne A Haber, le vice-premier ministre turc Veysi Kaynak a indiqué qu'il serait probablement ouïghour. Il a assuré que ses liens et son parcours avaient pu être reconstitués. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été arrêtées dans la banlieue ouest d'Istanbul. On ignore le nombre de suspects interpellés. L'opération a été menée à Selimpasa par des membres de l'unité antiterroriste de la police et des forces spéciales épaulées par des gendarmes.
2 cadres du puissant conglomérat turc Dogan Holding ont été arrêtés ce matin. Il s'agit du conseiller juridique principal du groupe et de son ancien directeur exécutif. Ces arrestations ont lieu dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels liens avec les organisateurs présumés du putsch manqué de juillet. Le représentant à Ankara du groupe avait lui-même été arrêté début décembre. Les autorités le soupçonnaient de liens avec le réseau de Fethullah Gülen, cerveau présumé du coup d'État avorté, des accusations démenties par le groupe. Et on l'a appris il y a une demi-heure, 2 individus ont été tués à Izmir après l'explosion ayant eu lieu près du tribunal dans cette station balnéaire turque. Au moins 10 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Malgré la trêve en Syrie, les affrontements entre forces pro-gouvernementales et rebelles se poursuivent près de Damas. Les habitants de Wadi Barada fuient les combats. Wadi Barada est un secteur clé où se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau potable pour la capitale et ses environs. Un secouriste est mort hier soir dans des frappes et tirs d'artillerie du régime, selon l'OSDH. Dans le pays voisin, les autorités irakiennes accentuent leur pression sur le groupe État islamique. L'armée a lancé une offensive pour reprendre les zones proches de la Syrie, encore contrôlées par les djihadistes. Une opération a débuté de la province d'Al-Anbar. Cette région est essentiellement désertique et peu peuplée, mais elle est stratégiquement importante car elle est située au centre du califat autoproclamé par le I, à cheval sur l'Irak et la Syrie. Direction à présent le Mexique où de violentes émeutes ont eu lieu ces dernières heures. Des manifestants continuent à bloquer des autoroutes. Ils protestent contre une augmentation soudaine du coût de l'essence. Raphaël Vivant. Depuis le 1er janvier, les Mexicains ne décolèrent pas. Dans les rues de la capitale, ils protestent contre la hausse brutale des prix du pétrole. En moins d'une semaine, l'essence a augmenté de plus de 20% et le diesel de plus de 16%. Le président Enrique Peña Nieto a défendu sa mesure contestée. Selon lui, la hausse n'est pas liée à la politique gouvernementale, mais à l'augmentation des prix internationaux. C'est une mesure responsable et cohérente avec la priorité de mon gouvernement, qui est de préserver la stabilité économique de notre pays. Mais ces justifications sont loin de satisfaire les Mexicains. Depuis plusieurs jours, des chauffeurs de poids lourds bloquent les routes et les stations-service. Peña Nieto l'avait dit clairement, il n'y aura pas de hausse des prix de l'essence, du diesel, ni de rien du tout. Mais maintenant, on apprend qu'il y a déjà des augmentations. Ma famille dépend de mon travail, la situation est déjà très compliquée. Et tout ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il est obligé de faire ça, c'est faux. Cette flambée des prix pourrait continuer. À partir du 18 février, le prix plafond fixé par le gouvernement sera réajusté tous les jours. Donald Trump a désavoué à nouveau les services de renseignement américains qui ont conclu à une interférence de la Russie dans la présidentielle. Le président élu apporte du crédit au site Wikileaks, selon lequel Moscou n'est pas à l'origine des piratages informatiques dans la campagne électorale. Avant de quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, Barack Obama s'est fixé un dernier objectif, faire toute la lumière sur le rôle joué par les pirates russes dans l'élection de Donald Trump. Le président américain a pour cela commandé un rapport au service de renseignement, des conclusions qui pourraient être en partie dévoilées lors d'une audition prévue ce jeudi devant une commission du Sénat. Pour le sénateur de l'Arizona John McCain, à l'origine de cette audition, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Des hackers russes ont bien piraté des données du Parti démocrate avant de les transmettre à Wikileaks. Nous exhortons vivement nos collègues à adopter des sanctions plus significatives et plus fortes contre la Russie en raison de leur attaque contre les États-Unis d'Amérique. Ces dernières semaines, de nombreuses dissensions sont apparues au sein du Parti républicain. D'un côté, des sénateurs comme John McCain et Lindsey Graham. De l'autre, Mitch McConnell, le chef de file des républicains au Sénat, clairement opposé à toute sanction contre la Russie. Ce jeudi au Congrès seront notamment interrogés Michael Rogers, le directeur de la NSA, et James Clapper, qui coordonne 17 agences de renseignement.
Donald Trump, qui sera briefé demain par de hauts responsables du renseignement, a lui toujours rejeté toute intervention russe dans ce dossier. Barack Obama n'a en tout cas pas attendu les conclusions du rapport et a expulsé 35 diplomates russes la semaine dernière. Une bien maigre consolation pour John McCain, pour qui l'intervention des hackers russes n'est rien d'autre qu'un acte de guerre. Tim Barrow vient d'être nommé nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Il remplace Evan Rogers qui, il y a 2 jours, avait annoncé sa démission avec fracas. Noémie Roche. Jusque-là, il était resté en retrait. Aujourd'hui, Tim Barrow passe au premier plan. L'ancien ambassadeur à Moscou, ici à droite du ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, a été promu ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Une mission délicate attend le diplomate, alors que Londres s'apprête à ouvrir les négociations sur le Brexit. Le gouvernement britannique salue en Barrow un diplomate chevronné et un solide négociateur capable de contribuer à faire du Brexit un succès. Downing Street met aussi en avant ses anciennes fonctions de diplomate à Bruxelles. Problème pour les pro-Brexit, Tim Barrow n'a jamais pris position publiquement sur le sujet. Le chef du parti europhobe UKIP ironise. Super de voir le gouvernement remplacer un diplomate anobli par un autre diplomate anobli. Tim Barrow remplace Evan Rogers, qui a démissionné avec fracas. Dans un courriel adressé à son équipe, ce dernier avait critiqué le manque de préparation du gouvernement de Theresa May face au Brexit. C'était il y a 2 ans. Le journal Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher étaient la cible d'attentats meurtriers à Paris. 17 personnes avaient perdu la vie dans cette attaque. C'est au numéro 10 de la rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris que la matinée d'hommage commence. En première ligne, la maire de Paris, le ministre de l'Intérieur et la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Derrière eux, les proches des 11 personnes tuées dans les locaux de Charlie Hebdo. Sous la plaque commémorative où figurent notamment les noms de Charb, Tinius et Wolinski, 2 gerbes sont déposées. Une première par l'équipe du journal satirique, une deuxième de la part du gouvernement. Puis 1 minute de silence est observée. 2 ans après la tuerie, un seul mot d'ordre pour ces hommages, sobriété. La délégation prend ensuite la direction du boulevard Richard Lenoir. C'est ici qu'Ahmed Merabet patrouillait le 7 janvier 2015 lorsqu'il a été abattu par les frères Kouachi. Mesdames et messieurs, victimes du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir. La Marseillaise est ensuite entonnée. Contre toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Enfin, c'est devant l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes que le dernier hommage a lieu. Le rituel est le même, dépôt de gerbes, minute de silence. Ici, 4 personnes ont été tuées le 9 janvier 2015 par le preneur d'otages, Amédi Koulibaly. Le 9 janvier 2015, perpétré dans les locaux du magasin Hyper Cacher. La cérémonie se termine avec une prière pour la paix du grand rabbin de France, Raïm Corsia. Béni protège la République française et le peuple français. Amen. Le monde de la musique et de la culture salue la mémoire du compositeur du Philharmonique de Vienne, Georges Prêtre, le chef d'orchestre préféré de Maria Callas, est décédé hier à 92 ans. Retour sur sa vie avec Axel Simon. C'était en février 2016, un concert exceptionnel pour des retrouvailles exceptionnelles entre le Maestro et la Scala à Milan. Georges Prêtre inspiré, vibrant au son du boléro de Ravel qu'il a dirigé tant de fois. À 92 ans, il est resté l'un des plus célèbres chefs d'orchestre français qui a mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Né dans le nord de la France, il rentre très jeune au conservatoire de Douai à l'âge de 6 ans, puis de Paris à 15 ans. Ses dons et sa conception de la musique lui feront vite prendre la baguette. Quand il dirige, il dit apercevoir des tableaux. Il y a toujours quelque chose qu'il faut imager. Il faut que la partition ne soit pas que des notes. La note, c'est une indication. Le reste est à l'intérieur.
En 1960, une rencontre décisive avec Maria Callas. Il était son chef d'orchestre préféré. J'avançais une phrase, elle entrait dans mon atmosphère. Après, elle chantait, j'entrais dans cette atmosphère, qui était la même, vu que c'était l'atmosphère de la partition. Mais il y avait ce contact, voyez-vous, qu'on n'explique pas. Ça, c'est une chose extraordinaire. Ensemble, ils parcourront le monde pour les plus grands opéras italiens. Il dirigera par la suite les orchestres les plus prestigieux, de Chicago au Metropolitan Opera de New York, en passant par le Royal de Londres ou encore l'Orchestre de Vienne, dont il a occupé le pupitre pendant plus de 50 ans. Il a même été le premier maestro invité du Philharmonique de Vienne, comme pour ce célèbre concert du Nouvel An dans la capitale autrichienne en 2008. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Première réunion du Conseil de défense pour Michel Aoun ce matin à Barda. Le chef de l'État a donné ses directives aux différents services de sécurité du pays. L'accent a été mis sur l'importance de la coopération entre eux. Après Elias Wardini et Haikal Moussalem, le Liban a fait ses adieux à Rita Chami, une des 3 jeunes victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul. Les obsèques de la jeune femme de 26 ans ont eu lieu en l'église de l'archevêché grec catholique à Beyrouth. En Syrie, les affrontements entre forces pro-gouvernementales et rebelles se poursuivent près de Damas. Les habitants de Wadi Barada fuient les combats. Un secouriste a été tué dans des frappes du régime. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée à toutes et à tous. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.